Très rapidement, effectivement, les modèles de communication. Qu'est-ce que c'est qu'un modèle de communication? C'est tout simplement une grille d'analyse, n'est-ce pas, qui a été pensée, qui a été réfléchie par un certain nombre d'auteurs. Pour la majorité d'entre eux, effectivement, sont des auteurs académiques, effectivement, qui ont une légitimité scientifique. Et donc, ces modèles de communication, en tout cas, sont en quelque sorte des grilles de lecture des communications, n'est-ce pas? Ce sont des lunettes, en quelque sorte. On peut les mettre et à travers ces lunettes, on peut observer, on peut analyser des situations réelles de communication, d'accord? Alors, à certains égards, ces lunettes, parfois, il y a un certain type de lunettes qui nous permettent davantage de mieux observer un tel type de réalité. D'autres types de lunettes nous permettent de mieux voir effectivement d'autres types de réalités. Okay. Donc concernant ces modèles de communication, effectivement, il y a une longue histoire. On peut déjà parler du premier modèle de communication chez Aristote, mais nous allons pas remonter jusque-là, bien que effectivement on verra une certaine ressemblance entre un certain nombre de modèles de communication et le modèle d'Aristote. Mais en tout cas, voilà, il y a une longue histoire. Et dans le syllabus, effectivement, on a choisi 11 modèles, les modèles qui paraissent effectivement les plus importants pour le métier d'éducateur, sont les modèles les plus connus aussi. D'accord? Alors, les modèles qu'on a choisis en tout cas dans ce syllabus, ce sont des modèles qui ont été créés dans un contexte assez particulier. D'accord? Alors, quel est ce contexte? On va un peu contextualiser, on va un peu remonter dans l'histoire. Qu'est-ce qui se passe au XXe siècle? D'accord? Donc, au XXe siècle, nous avons notamment les deux guerres mondiales, n'est-ce pas? Donc la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, nous avons la guerre froide et effectivement la guerre de Vietnam, etc., etc. En tout cas, on a pas mal de guerres. Alors, on peut discuter sur le fait que bon, on a eu moins de guerres par rapport à d'autres siècles. Bon, ça, c'est encore une autre discussion. Mais en tout cas, toute guerre effectivement est de trop. En tout cas, il y a eu pas mal de guerres. Et donc, et tout cela dans un contexte aussi d'avancée technologique, ok? Dans un contexte de révolution technologique, notamment avec les médias audiovisuels, mais aussi les ordinateurs, et finalement en fin du siècle, avec l'avènement de l'Internet. Okay. En tout cas, dans ce contexte de guerre et dans ce contexte de révolution technologique, ces modèles de communication naissent. Ces modèles de communication naissent, pourquoi? Ben oui, pour essayer d'expliquer, de comprendre justement les communications dans ce contexte de guerre, notamment les stratégies de propagande, ok, mais aussi pour pouvoir conceptualiser ici, notamment, je parle de la dimension de la révolution technologique, pour conceptualiser les communications entre les hommes, mais aussi entre les machines, mais aussi entre les hommes et les machines. N'est-ce pas? Donc, nous avons effectivement deux préoccupations majeures, donc comprendre et expliquer les stratégies de propagande, mais aussi conceptualiser la communication des hommes et des machines et leurs relations, effectivement, dans un contexte de révolution technologique. Okay? Donc, ces 11 modèles de communication, vous allez voir, effectivement, ce sont des lunettes. Okay? Ce sont des lunettes, c'est des grilles. Okay? C'est des grilles de lecture. Vous voulez observer, analyser une situation de communication, vous prenez ces lunettes-là, et il se trouve qu'avec ces lunettes-là, vous pouvez mieux voir, observer cette réalité. Il se trouve que parfois, cette même lunette n'est plus adaptée pour observer d'autres types de réalités sociales, d'accord, d'autres types de communication. Okay? Donc, il faut réapprendre effectivement ces modèles de communication comme des lunettes de lecture qui vous permettent tantôt de mieux observer un certain nombre de réalités et tantôt pas. Donc, ce sont des lunettes dysfonctionnelles pour observer un certain type de réalité. Okay? Alors, il y a des lunettes qui passent partout, on verra. Effectivement, c'est des lunettes qui passent partout, et dans ce cas-là, vous pouvez toujours les utiliser. Donc, ces 11 modèles, effectivement, de communication sont attachés plus ou moins à 11 auteurs, effectivement, à part, effectivement, quelques-unes, mais ces 11 modèles sont attachés à 11 auteurs, et vous allez voir, effectivement, ces auteurs sont des personnes, ont des histoires, ont des formations, n'est-ce pas? Et tout ça, ça a une influence par rapport à la construction théorique qu'ils ont élaborée. Okay, qu'ils ont élaborée. Et ben oui, ces modèles, j'arrête pas de le dire, ils ont leurs forces et leurs faiblesses, leurs limites. Donc voilà, c'est une construction théorique. Et comme toute autre construction théorique, nous avons effectivement des avantages et des inconvénients, des limites et des forces, n'est-ce pas? Voilà. Pour l'introduction
avant de commencer les modèles théoriques, je vous propose un peu de littérature, d'accord? Un peu de littérature, notamment de Bernard Werber, donc qui nous parle des difficultés de la communication. Ok, de la communication. Un certain nombre d'entre vous, certainement, vous avez déjà lu un de ses ouvrages, mais aussi cet extrait, en tout cas, qui est très connu, et qui, à mon sens, englobe un certain nombre de modèles de communication, d'accord? Puisque, effectivement, qu'est-ce qu'il fait, notamment dans cet extrait? Ben oui, il nous décortique, il nous décompose les différentes étapes de la communication, d'accord? Les différentes étapes de la communication. On voit qu'effectivement, un certain nombre d'obstacles euh, dans ces étapes de la communication, d'accord? Il y a différentes composantes de la communication qui sont en relation les unes avec les autres. Et ici, effectivement, il nous propose sa décomposition, en tout cas. Alors, entre ce que je pense, entre ce que je veux dire, entre ce que je crois dire, entre ce que je dis, entre... Alors là, on était chez qui? On était chez la source, chez l'émetteur. Entre ce que vous avez envie d'entendre, bien sûr, vous en tant que destinataire, entre ce que vous croyez entendre, n'est-ce pas? Ben oui, je crois avoir entendu ceci. Entre ce que vous entendez réellement, ok, c'est-à-dire là ici effectivement on parle des faits, entre ce que vous avez envie de comprendre, d'accord, puisque vous en tant qu'effectivement le destinataire, vous aussi, vous êtes une personne et vous avez des envies, vous avez des volontés, vous avez des motivations, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas une machine, effectivement. Entre ce que vous croyez comprendre, n'est-ce pas? Puisque, ben oui, on a chacun une perception et on croit avoir compris ceci ou cela. Et entre ce que vous comprenez réellement, n'est-ce pas? Donc, comme on voit, effectivement, il y a beaucoup d'obstacles. Il y a beaucoup d'éléments qui pourraient effectivement empêcher une bonne communication, d'accord? Donc, il y a 10 possibilités pour que nous ayons des difficultés à communiquer, mais essayons quand même, ok? Bon, ça c'est son message, c'est son style, on va dire. C'est pas ça qui nous intéresse, mais ce que je veux dire effectivement à travers cet extrait, c'est que ces obstacles de la communication, effectivement, sont très rapidement visibles quand on commence à décomposer, quand on commence un travail analytique de décomposition de toute communication. D'accord? Et voilà. Donc, comme introduction, effectivement, je propose ceci. Vous ne serez pas interrogé là-dessus à l'examen, attention, puisque toutes les diapositives dans le fond desquelles, effectivement, vous voyez une couleur grise, effectivement, sont des diapositives sur lesquelles vous n'êtes pas interrogé à l'examen, puisque ça fait pas partie du syllabus. À l'examen, les questions que vous aurez, effectivement, sont des questions liées au syllabus, uniquement. D'accord? Donc, si je dis quelque chose qui n'est pas dans le syllabus, vous ne serez pas interrogé à l'examen. Bien sûr, c'est juste pour vous permettre de mieux comprendre effectivement le syllabus, n'est-ce pas? Alors, voici notre premier modèle, effectivement, Claude Shannon, d'accord? 1916-2001, 1916-2001. Ce qui est chouette, c'est qu'il a vécu longtemps, effectivement. Donc, il a vu l'avènement d'Internet. Il a vécu, effectivement, toute la révolution informatique. Alors, Claude Shannon, effectivement, c'est très classique. C'est un ingénieur et mathématicien américain. Ingénieur et mathématicien américain. On le connaît particulièrement dans le monde scientifique, je dirais, dans le monde de technologie de la communication. D'accord? Dans le monde de technologie de la communication. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ces modèles de communication sont avant tout des modèles mathématiques, des modèles à visée quantitative, ok, à visée quantitative, et ce sont des modèles qui ont permis effectivement l'élaboration et le développement pas mal d'outils informatiques, d'accord, pas mal d'outils informatiques. Encore de nos jours, effectivement, le système de Wi-Fi que vous avez chez vous, chez beaucoup de gens, ce système de Wi-Fi est pensé pour la majorité des systèmes de Wi-Fi, puisque vous avez différents modèles de systèmes de Wi-Fi. La majorité des systèmes de Wi-Fi, effectivement, en tout cas une partie d'entre eux, effectivement, ont été pensés, élaborés selon justement les modèles de communication de Shannon, effectivement, qui a été élaboré à l'époque pendant la Deuxième Guerre mondiale. Okay. Donc voici un ingénieur et mathématicien américain qui nous propose une théorie probabiliste, d'accord, une théorie probabiliste, c'est-à-dire basée sur la probabilité. D'accord? Avec une approche quantitative qui n'a pas une approche qualitative. Et vous allez voir d'autres types de modèles de communication qui ont davantage une approche qualitative.
Donc ici, on est dans une approche quantitative de l'information, avec des préoccupations techniques et pratiques. Okay, puisque là, voilà, on n'est pas chez les sociologues, on n'est pas chez les psychologues. Okay, on a une visée beaucoup plus scientifique, des sciences dures et exactes, et par conséquent, ce qu'on construit comme modèle de communication, en tout cas, a une visée vraiment pratique, technique, okay, avec une structure linéaire, unidirectionnelle. Vous allez voir, effectivement, on va pas parler de rétroaction, n'est-ce pas? On n'est pas du tout dans un modèle cyclique, dans un modèle circulaire. On est dans un modèle très linéaire, effectivement, très scientifique, unidirectionnel, dans lequel, effectivement, on décompose la communication, d'accord, en étapes, et effectivement, on propose un processus d'enchaînement dans la communication. Okay, mais de toute façon, c'est le cas dans la plupart des modèles, d'accord? Dans tous les modèles, on fait la même chose, c'est-à-dire on fait la décomposition du processus d'enchaînement de la communication. Chacun va décomposer à sa manière, chacun va conceptualiser à sa manière, chacun va mettre en relation les différentes composantes à sa manière, d'accord? Mais sinon, dans tous les modèles, on fait la même chose, okay? C'est-à-dire un travail de décomposition et de proposition de liens entre les composantes. Alors, la préoccupation de Shannon, c'est quoi? C'est augmenter les capacités de transmission. Vous voyez, c'est une communication très pragmatique, très scientifique. On n'est pas là pour comprendre, on veut tout simplement permettre des avancées technologiques, des avancées en matière de développement des moyens de communication. Et dans cet esprit-là, effectivement, Shannon nous propose un modèle théorique qui se concentre sur deux éléments importants, notamment le bruit, d'accord? Il nous dit quoi? Il nous dit pour une bonne communication, il va falloir viser sur le bruit, d'accord? Il va falloir essayer de diminuer le bruit au maximum, n'est-ce pas? Alors ça vous paraît, oui, c'est évident, mais tout ça, ça a été modélisé, ça a été pensé pour mettre en application dans les machines, dans les techniques qui nous permettent en tout cas une meilleure communication, ok? Alors, dans ce cas-là, effectivement, si on agit sur le bruit, on pourrait s'attendre à ce que on a une meilleure communication, on augmente ainsi la fiabilité de la transmission, puisque c'est le bruit qui empêche notamment la transmission, ok? Il y a un autre point sur lequel il insiste, c'est notamment les portions superflues et inutiles, d'accord? Les portions superflues et inutiles, c'est-à-dire effectivement les répétitions, d'accord? Ces répétitions, on essaie de les diminuer pour autant que faire se peut, mais aussi, dans certains cas, on se dit, mais oui, puisque pour s'assurer éventuellement une meilleure communication, parfois, c'est mieux de mettre l'accent notamment sur ces redondances dont on mobilise pour effectivement une meilleure communication. Donc, l'important, c'est quoi? C'est quoi l'objectif final? L'objectif final, c'est d'augmenter les capacités de transmission. Okay? Pour augmenter les capacités de transmission, oui, forcément, on diminue le bruit. Okay? Et avec les redondances, effectivement, on a une approche plus pragmatique. Parfois, on les diminue, parfois, on les augmente, en fonction de nos besoins, en quelque sorte. Ça va? Mais voilà, dans un premier temps, on essaie de les réduire. Dans un deuxième temps, si on voit qu'effectivement, on en a besoin, on les augmente. Okay? Disons, c'est la structure, enfin ce qui structure le modèle de communication de Shannon, c'est ces deux points, d'accord, qui nous permet de mieux concevoir le modèle d'analyse, le modèle de communication de Shannon. Ok. Alors, voici une représentation effectivement schématique. Donc, nous avons la source et le destinataire. La source, c'est qui? C'est nous. Le destinataire, c'est qui? Le destinataire, effectivement, c'est tout simplement la personne correspondante avec qui on parle. D'accord? Alors, dans ce modèle, effectivement, on distingue la source de l'émetteur. L'émetteur, effectivement, c'est l'appareil téléphonique, par exemple. Ici, le récepteur aussi, c'est un appareil téléphonique. Ok? Donc, la source, c'est un être humain. Le destinataire, c'est un être humain. L'émetteur, c'est un appareil. Le récepteur, c'est un appareil. Alors, cette distinction, disons, est typique, on va dire, des modèles à visée très scientifique, des modèles à visée très technique. On verra effectivement dans le modèle plutôt d'ordre sociologique, d'ordre psychologique, cette distinction n'est plus d'actualité, ok? On confond souvent effectivement l'émetteur et la source. On dit, voilà, finalement c'est le même. En effet,
d'accord, dans une communication interpersonnelle notamment. Ici, effectivement, on est en train de travailler sur un certain nombre d'appareils. Effectivement, on distingue correctement les différents éléments de la transmission d'une information, tout simplement. Il nous parle d'une communication par téléphone, ok? Nous sommes la source, le fil ou réseau téléphonique est le canal. Donc, qu'est-ce que le canal, effectivement, est le fil ou un réseau téléphonique, tout simplement. L'émetteur et les récepteurs sont les téléphones, donc l'émetteur et récepteurs sont des appareils, ça on l'a dit, effectivement. Et le destinataire et nous, la source, nous sommes effectivement des personnes. Donc notre destinataire, c'est la personne correspondante avec qui on parle. Ok. Ce que notre correspondant entend au téléphone, effectivement, n'est pas exactement la même chose, en quelque sorte. La même voix avec laquelle on communique. D'accord. Ça n'a pas la même intonation de départ. Ok. Ça, je pense que vous avez déjà une expérience en tant que personne, effectivement. Je dirais rien qu'entendre sa propre voix. Parfois, on se dit, mais oui, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas moi. Comment cela se fait-il? Donc, puisqu'effectivement, notre émetteur, notre récepteur, effectivement, change complètement de composition. N'est-ce pas? Change complètement de composition. Le canal par lequel, effectivement, ça passe notre voix, effectivement, finalement, ça induit à des transformations, qui fait que finalement, nous avons l'impression d'entendre quelqu'un d'autre quand on entend sa propre voix, n'est-ce pas? Alors donc, ça, rien qu'à entendre notre voix, alors déjà, par rapport à une communication entre deux personnes, c'est encore valable, et c'est encore plus important, cette transformation, d'accord? Ce changement est encore plus important. Que l'information ne passe plus, et pour améliorer le rapport signal-bruit, il est nécessaire d'agir sur l'environnement. Je dirais que ici, nous avons vraiment le cœur du modèle de communication, du modèle mathématique de communication, effectivement, de Shannon. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il fait le modèle de Shannon? Effectivement, il calcule le rapport signal-bruit. Effectivement, pourquoi, dans quel but? Dans le but d'améliorer la communication. D'accord? Dans le but d'améliorer effectivement la communication. Alors, on pourrait aussi effectivement avoir recours à la redondance. Comme on l'a dit, effectivement, la redondance, on la pense pas nécessaire dans un premier temps, mais pourquoi pas? On peut faire appel à la redondance dans un deuxième temps pour ce genre de situation, là où il y a trop de bruit, effectivement. Par exemple, si vous avez 3 minutes pour téléphoner et que la ligne est mauvaise, la redondance peut aider à la transmission du message. Bien sûr, ici, nous sommes dans un exemple très simple, très accessible. Donc, l'implication théorique, mathématique du modèle de Shannon est beaucoup plus complexe, effectivement. Moi, je suis pas un informaticien, je m'y connais pas beaucoup, mais en tout cas, à la suite des discussions que j'ai eues avec des informaticiens, et notamment on parlait justement de ce modèle de Shannon, il me disait que effectivement ça fonctionne comment le modèle de Shannon, c'est-à-dire notamment avec le système de Wi-Fi. Le système de Wi-Fi envoie un certain nombre de signaux, d'accord? Ils envoient un certain nombre de signaux, et à un moment donné, pour une meilleure réceptivité, c'est une question de probabilité. Quand ces signaux ne sont pas bien transmis, on augmente la fréquence d'envoi de ces signaux. Et c'est ainsi que, et après on joue avec ça. C'est-à-dire en fonction des circonstances et en fonction de la distance, en fonction de pas mal de paramètres, en tout cas, le nombre de fréquences augmente et diminue, et le nombre d'envois de signaux diminue ou augmente, et c'est ainsi qu'on a finalement un bon réseau Wi-Fi ou on n'a pas un bon réseau Wi-Fi. Alors c'est ce que j'ai compris effectivement suite aux explications d'un ami effectivement informaticien qui était expert en la matière, en tout cas voilà. Donc qu'est-ce qu'on retient par rapport à ce modèle? C'est tout simplement que c'est un modèle théorique mathématique, à une visée technique effectivement. On va présenter le prochain modèle, effectivement on va un peu compléter ce premier modèle, et finalement on va conclure pour, disons, ces deux premiers modèles qui se ressemblent dans une certaine mesure et qui se différencient très peu, et après on va voir les limites et les forces effectivement de ce modèle. Warren Hoover, donc 1896-1978, donc bien évidemment ces dates de naissance et de décès ne sont pas à retenir pour l'examen, donc je vous apprends rien. Alors, qui était effectivement ce monsieur Warren Hoover?
Donc c'est un mathématicien et scientifique américain, un philosophe de la communication. Donc vous voyez, là, on a une autre approche. On n'a pas affaire avec un simple mathématicien. D'accord. Il était aussi philosophe, en tout cas il est devenu philosophe de la communication aussi, entre autres. D'accord. Donc on peut s'attendre à ce que son approche soit un peu plus différente, soit un peu plus humanisée, n'est-ce pas? Et en effet, c'est ce qu'il a fait. Il a humanisé, on va dire, le modèle de Shannon, d'accord, qui était purement mathématique, qui était principalement destiné à l'analyse des supports techniques, en quelque sorte, des supports de communication technique. Ici, effectivement, on prend en considération l'être humain et dans sa dimension sémantique, c'est-à-dire une dimension qui, euh, euh, qui est liée au sens, à la signification des mots, d'accord? Et les mots, leur style, leur contenu, effectivement, leur signification, ont un impact sur la communication. Et on ne peut pas faire fi, effectivement, de cette dimension sémantique. Ok. Alors, juste une petite précision, effectivement. Donc ici, mathématicien, philosophe. Je rappelle en effet que dans le temps, notamment à la Renaissance, enfin, en tout cas dans le temps, il était très courant d'avoir des mathématiciens et des philosophes. Donc, tous les grands mathématiciens étaient des philosophes et tous les grands philosophes étaient des vrais mathématiciens. Donc, bon, il suffit juste de penser à Descartes ou Pascal ou que sais-je encore. Mais voilà, dans le temps, effectivement, cette pluridisciplinarité, j'y arrive. Donc cette pluridisciplinarité était quelque chose qui allait de soi, effectivement. Avec la modernité, on va dire, avec la modernité, petit à petit, on a séparé, on va dire, les sciences des unes des autres, les disciplines des unes des autres, au point qu'effectivement, parfois, on arrive à des situations aberrantes. On a des sciences qui ont des approches complètement décalées par rapport à la réalité, puisque ils ne problématisent que dans un angle donné. Ici, en tout cas, dans le cas de monsieur Warren Weber, effectivement, on est dans un cas un peu hybride, vous voyez? C'est-à-dire, on n'est pas chez Shannon où on s'intéresse qu'à la technique, aux êtres non humains, on va dire. On n'est pas non plus dans le cas d'autres théories de la communication qu'on verra par la suite, qui nous s'intéressent qu'à l'être humain, d'accord? On va dire de l'autre côté, on va faire fi des objets techniques, on va les oublier, on s'intéresse qu'à la dimension humaine. Ici encore, on est face à une théorie, on est face à un modèle de communication qui essaie de prendre en considération à la fois les êtres humains et les non humains. Et c'est effectivement tout le mérite de ce modèle. Mais aussi, il y a d'autres modèles aussi qui prennent ça en compte. Mais voilà, on n'est pas dans des modèles où on s'intéresse que soit aux objets, c'est-à-dire aux êtres non humains, et ils ont une visée technique, ou bien dans des modèles qui ne s'intéressent qu'à l'être humain, à la psychologie, à sa sociologie, etc. Et oublient complètement que tout n'est pas une construction sociale, effectivement. Il y a des objets aussi qui participent à la construction des réalités. Ok. Alors, cette explication que je viens de donner, disons, hein, voilà, vous allez mieux comprendre effectivement ce que je viens de dire plus tard, petit à petit. Je reviendrai là-dessus, effectivement, euh, puisque c'est quand même intéressant de s'en apercevoir, d'autant plus que nous sommes dans une étude historique des théories de la communication. Et on verra effectivement cette évolution, ces différentes façons d'appréhender le monde, en quelque sorte, ok? Baby, ici notamment, on s'intéresse à la signification du message, au sens du contenu, c'est ce que j'ai dit. Donc, et par conséquent, le récepteur n'est plus un seul récepteur technique, il est aussi un récepteur sémantique. Et de même, le bruit n'est pas seulement un bruit technique, c'est aussi un bruit sémantique. Vous voyez? Donc, effectivement, chaque composante de la communication a deux dimensions désormais. Donc, une dimension sémantique et une dimension technique. Ok. Baby, par exemple, on peut parler de l'émission Matière Grise, d'accord, qui est une émission de vulgarisation des données scientifiques, d'accord. Et notamment dans cette émission, qu'est-ce qu'on fait? On fait un travail, disons, de décodage sur le plan sémantique, c'est-à-dire on adapte les mots, le style des énoncés scientifiques pour qu'effectivement le discours scientifique devienne accessible à l'ensemble de la population pour une meilleure communication, si vous voulez. Ok. Donc, le bruit sémantique, qu'est-ce que c'est?
tout élément susceptible de perturber le codage ou le décodage sémantique. C'est ce qu'on pourrait appeler un bruit sémantique, qui engendre effectivement la distorsion, la transformation de signification. Par exemple, la fatigue, distraction ou encore ivresse, effectivement, engendre un problème de codage et de décodage, aussi bien chez le récepteur que chez l'émetteur, en effet. Et oui, tout le monde sait que si vous êtes fatigué, si vous avez bu un verre, si vous avez fumé un pétard, que sais-je encore, effectivement, vous n'êtes pas capable de bien interpréter ou encore de bien communiquer, et par conséquent, tout cela perturbe la communication, n'est-ce pas? Encodage et décodage sémantique, encore une fois, effectivement, toutes les composantes de la communication ont deux dimensions, une dimension technique et une dimension sémantique. Ici aussi, notamment dans le cadre du modèle de Shannon, on parlait juste du travail d'encodage et de décodage technique. Donc, les mots encodage et de décodage étaient des mots qui étaient visés à l'encodage et décodage technique. Ici, on prend en considération effectivement le travail d'encodage et décodage sémantique, c'est-à-dire le travail d'interprétation en gros, n'est-ce pas? Un décodage sémantique, c'est-à-dire quand on interprète effectivement le message qu'on reçoit, d'accord? Avec cette représentation qui nous parle du bruit sémantique, du bruit technique, effectivement, et du récepteur sémantique ici. Donc, nous avons un récepteur sémantique supplémentaire. Modèle de Shannon et Weber. Donc, manque de rétroaction, bien sûr. Donc, ce modèle a un problème, effectivement, pour l'analyse des situations de communication. C'est qu'avec ce modèle, on n'a pas de composante qui parle de rétroaction, qui parle de feedback. Et oui, c'est normal, puisque effectivement, ce modèle a été conçu principalement pour l'analyse des communications avec une visée technique, d'accord, avec une visée quantitative. Ça ne veut pas dire que Shannon n'était pas conscient qu'il y a de rétroaction et de feedback effectivement dans la communication humaine, mais ça l'intéressait pas, puisque tout simplement il a construit un modèle effectivement à une visée purement technique, et la question de rétroaction, disons, ne se posait pas, on va dire. Et c'est dans l'application effectivement de ce modèle mathématique aux situations humaines qu'on se dit, ah oui, c'est vrai que on oublie la rétroaction, vous voyez. Donc effectivement, l'application de ce modèle théorique, de ce modèle mathématique aux situations humaines, ben oui, on se rend compte rapidement que le récepteur est passif, il est inexistant, et il fait pas de feedback. Par conséquent, on se rend compte que ben oui, il va falloir l'améliorer, n'est-ce pas? Donc le sens de message est ignoré. Alors ceci est un peu moins vrai, notamment avec Weber. Notamment, on a dit que Weber a pris en considération la dimension sémantique, a ajouté la dimension sémantique au modèle d'analyse de Shannon. Notamment l'exemple du téléphone. Effectivement, on a parlé de l'exemple du téléphone. Le téléphone transforme le message verbal en signal acoustique, sans distinguer si c'est une menace, une alerte ou une déclaration d'amour, bien évidemment. Donc, si vous voulez analyser, disons, le contenu des messages, ce modèle n'est pas un modèle très adapté, d'accord? Bien qu'on parle de la dimension sémantique, effectivement, mais on se contente tout simplement de souligner qu'il y a une dimension sémantique, d'accord? On n'entre pas effectivement dans cette dimension sémantique de façon approfondie, comme c'est le cas dans d'autres modèles, et vous allez voir, d'accord? Donc, uniquement approprié à des situations où on doit, se servir d'un support physique, bien sûr. Alors ici, je vous donne l'exemple, par exemple, d'un éducateur, ok, qui veut transmettre un message aux 1000 élèves, d'accord. Oui, c'est une situation fictive. On va dire, on est dans une école. Vous êtes effectivement éducateur chargé de communiquer à 1000 élèves un message important. Ici, en l'occurrence, vous avez deux choix. Vous vous dites, écoutez, pour une meilleure communication, pour une meilleure transmission de l'information, effectivement, soit je vais passer dans chaque classe, d'accord, en fonction de mon temps, en fonction des moyens à ma disposition, soit je vais passer dans chaque classe, soit je vais les rassembler, je vais me servir d'un micro, effectivement, et je vais leur parler, d'accord. Vous voyez, on a une analyse purement quantitative. On n'est pas en train de dire quel est le contenu de ce message. Est-ce que, par exemple, donner des consignes à propos d'un examen, est-ce que c'est intelligent de donner les consignes à propos d'un examen?
en rassemblant tout le monde et en prenant un micro, alors qu'effectivement, il faut être attentif par rapport aux consignes et c'est des informations pour lesquelles on a besoin d'un niveau de concentration importante. Et quand 1000 individus se rassemblent, effectivement, le niveau d'interaction augmente, etc., etc. Il y a un certain nombre de problèmes. Vous voyez, là, on est dans une analyse qualitative. On n'est pas du tout dans une analyse quantitative si on prend en considération le contenu du message. Ok? Alors qu'ici, tout ça, juste à ce stade-ci, si on se dit, ben oui, j'ai combien de temps devant moi? Qu'est-ce que j'ai à ma disposition comme matériel? Dans ce cas-là, on peut se contenter, effectivement, d'analyser une telle situation avec le modèle de Shannon en disant, ben oui, j'ai deux possibilités, soit je passe dans chaque classe, soit je rassemble tout le monde et je prends un micro. D'accord? Et je m'intéresse effectivement à la dimension quantitative. Donc, quand vous voulez produire une analyse, disons, de type quantitative, le modèle de Shannon, il est là pour vous et il va vous aider effectivement tout simplement à analyser les éléments. Alors, ici, il y a un autre exemple dans votre syllabus qui mobilise le modèle de Shannon, effectivement, pour l'analyse d'une situation donnée. Et vous allez voir que dans cette analyse, on reste très descriptif, d'accord? On ne dit pas grand-chose, n'est-ce pas? On fait pas une analyse explicative, une analyse, disons, interprétative. C'est une analyse très très descriptive, puisque ce modèle-là, ben oui, on n'a pas la rétroaction, on n'a pas le feedback dans son modèle. Par conséquent, on se contente de dire, bah, Roberto appelle Maud pour l'avertir qu'il sera en retard à la rencontre. D'accord? Ça, c'est la situation. Dans cette situation, on commence à l'analyser. Roberto, c'est qui? Ben oui, c'est l'émetteur. Donc, il sera en retard. Ceci est la source et le message. Donc, il se sert d'un téléphone, effectivement, il se sert d'un téléphone. Par conséquent, ce téléphone, effectivement, est le canal et un support physique. La voix et le code, d'accord? La voix de Roberto est le code. Un ensemble de signaux décodés par l'appareil transfère le message à Maud, qui est la destinataire. Ok? Donc, on distingue, effectivement, on analyse la situation, on dit qui est le destinataire, qui est le destinateur, quel est le canal, d'accord? Où est-ce que est situé le travail de codage et décodage. La boîte vocale de Maud, c'est aussi considéré comme un transfert d'information puisque l'émetteur renvoie ce message à destination de téléphone de Maud, notamment. Ben oui, en effet, donc, pour la transmission du message, peu importe qui est notre interlocuteur, on va dire, bon, ça peut être une personne, ça peut être une machine, ça peut être la boîte vocale. D'accord? Puisque ce qu'on mesure, c'est en quelque sorte, donc il n'y a pas de rétroaction. Par conséquent, une boîte vocale est aussi effectivement le récepteur. Et donc, on peut analyser une telle situation avec ce modèle qui a une visée quantitative, encore une fois. Donc, le récepteur peut être une personne, un lieu, une machine. C'est ce que je viens de dire, en charge de la réception du message, la boîte vocale. Voici effectivement pour ce premier grand modèle, effectivement, qui est constitué du modèle de Shannon et du modèle de Weaver. Donc, ces deux modèles, finalement, on les regroupe dans un seul modèle. Et quelles sont ses caractéristiques? Effectivement, premièrement, c'est un modèle qui manque de rétroaction. Deuxièmement, c'est un modèle qui est davantage approprié pour l'analyse des situations où on communique éventuellement avec une machine, n'est-ce pas? En tout cas, il n'y a pas de rétroaction, mais aussi on a une visée analytique quantitative, n'est-ce pas? Dans ce genre de situation, effectivement, ce modèle est approprié et sans problème, on pourrait l'utiliser. Alors, si on veut l'utiliser à des situations de relations entre êtres humains, on va rester très descriptif. D'accord? Pourquoi pas? On peut l'utiliser. Tout simplement, on va distinguer l'émetteur, le récepteur, le codage, décodage, mais on va rester très descriptif. Pourquoi pas? Voilà. Donc, voici pour ce premier modèle de la communication.